Apparemment, nous avons pris un abonnement pour la pluie associée à nos conférences, mais nous pouvons constater avec plaisir que l'auditoire est toujours aussi rempli. Alors merci d'avoir bravé les intempéries cette fois-ci encore. Pour terminer l'année, dont nous allons accueillir Sylvie Mazan, je vais vous présenter dans un instant. Mais en préalable, voici le programme de l'année 2020. Le visuel de l'affiche et du programme des conférences de l'Association des Amis du Laboratoire a changé, grâce d'ailleurs à la contribution du service infographie de notre laboratoire. Le programme se situe à l'entrée, pour ceux qui ne l'ont pas pris, vous pourrez le récupérer à la sortie. Et je vous annonce d'ores et déjà la première conférence de l'année, le 29 janvier, qui reprendra le même dispositif que l'année précédente, à savoir ma thèse en 180 secondes. En 3 minutes, des doctorants de l'Observatoire ont décidé de présenter de manière abordable pour le grand public et ludique leur sujet de thèse, selon le même principe que le concours qui existe à l'échelle nationale pour le CNRS. Donc vous pourrez les retrouver à cette occasion-là. Mais tout d'abord, c'est un plaisir ce soir d'accueillir Sylvie Mazan, qui est directrice de recherche à l'Observatoire de Banyuls, à l'unité de recherche biologie intégrative des organismes marins. Sylvie, tu as un passé de physicienne et de mathématicienne, et puis tu t'es tournée vers la biologie pour aborder le développement chez les vertébrés, en particulier chez les poissons cartilagineux. Vous connaissez tous la recette, vous avez dû la voir sur les étalages de notre petit poissonnier local. Et cette espèce, tout en voyageant aussi dans l'arbre du vivant et de la diversité des vertébrés, permet de comprendre comment les vertébrés ont évolué. Et Sylvie, aujourd'hui, tu as accepté de faire un pas de côté et de nous parler de manière plus générale de la symétrie dans le cerveau de bien d'autres espèces. Voilà, merci. Je voudrais commencer par remercier les organisatrices pour m'avoir permis de m'adresser à vous aujourd'hui, puis surtout vous remercier pour avoir, comme l'a dit Elodie, bravé la pluie battante ici pour venir à cette conférence. Alors, comme l'a dit Elodie, moi je suis généticienne du développement et je travaille en fait sur les mécanismes qui contrôlent la mise en place des asymétries du cerveau entre la gauche et la droite chez des espèces non conventionnelles que peu de scientifiques étudient dans la communauté. Mais plutôt que de vous parler de ça, et de ces approches relativement réductionnistes quand même qu'on met en œuvre dans le laboratoire, eh bien, j'ai choisi d'élargir la perspective et de poser plus généralement la question des asymétries cérébrales chez les animaux. Et je voudrais ici aujourd'hui, puisque je fais partie des gens qui pensent que le rôle de la science est au moins autant de poser des questions et d'enrichir la réflexion que de donner des réponses, j'aimerais aujourd'hui poser quelques questions. Et à certaines, on a des réponses très très claires, mais à beaucoup, on a des éléments de réflexion qui montrent la complexité en fait, du monde vivant à travers ce processus. Alors les questions que je vais poser aujourd'hui, pour donner un petit peu le fil conducteur, avant de parler des asymétries, je vais parler de la symétrie, en fait, et plus spécifiquement de la symétrie bilatérale. Et de façon un peu plus précise, je vais commencer par définir ce qu'on appelle un bilatérien, ce que peut-être certains d'entre vous ignorent. Ensuite, je vais faire un tout petit peu d'histoire des sciences et de rappeler quand les asymétries cérébrales ont été découvertes, mises en évidence pour la première fois, et on va voir que c'est chez l'humain, ce qui amène à la question suivante, qui est de savoir, est-ce que c'est une spécificité humaine? Et là, c'est une des questions auxquelles il y a une réponse très très claire, qui est non. Et je vais donner quelques éléments de réponse ou de réflexion qui tendent à enrichir la réflexion sur une autre question, qui est, est-ce que les mécanismes de formation des asymétries du cerveau sont les mêmes chez toutes les espèces? Et enfin, quels avantages un cerveau asymétrique confère-t-il? Alors d'abord, pour commencer, qu'est-ce qu'un bilatérien? Si on prend les bonnes sources d'Internet, on trouve des définitions variables et en fait qui ne sont pas toutes équivalentes. On trouve que ce sont des animaux qui ont une symétrie bilatérale, ou alors une droite et une gauche, et ça c'est pas tout à fait la même chose. Une symétrie bilatérale, ça veut dire que vous avez une droite et une gauche effectivement, mais qui sont le reflet l'une de l'autre dans un miroir, c'est-à-dire strictement identiques en ce qui concerne le reflet dans leur miroir.
une droite et une gauche, ça veut dire qu'on peut avoir des différences, donc des asymétries. Et il y a une troisième subtilité qu'on trouve dans certaines définitions, mais qui est nécessaire, et qui est de préciser au moins à un stade de leur développement. Et en fait, les bilatériens, c'est ce grand groupe que vous avez ici représenté en rouge, et qui comprend non seulement les vertébrés, dont nous en partie bien sûr, mais aussi les oursins, qui à des stades précoces du développement présentent effectivement une symétrie bilatérale. Et puis aussi un groupe d'espèces qu'on appelle les protostomiens et qui contiennent en particulier des vers ronds, des arthropodes, des vers plats ou des mollusques. Par contre, ce groupe exclut les éponges, les cnidaires, comme les méduses, les cténaires également, puis aussi les placozoaires, qui sont des animaux considérés à tort certainement comme primitifs et qui n'ont aucun axe de symétrie, alors que les cnidaires ont un axe de symétrie, au moins en première approximation radiale. Alors, si vous prenez cette définition des animaux qui possèdent une droite et une gauche, indiscutablement, nous sommes en accord avec la phylogénie des bilatériens. Vous voyez bien que nous sommes grossièrement symétriques entre la droite et entre la gauche, mais en fait, comme nous le savons tous, cette symétrie, elle n'est pas parfaite, et par exemple, au niveau des organes viscéraux, on a des asymétries, par exemple, le foie à droite. Alors, ces asymétries au niveau des organes, elles nous sont familières. Elles le sont un petit peu moins au niveau du cerveau, mais qui lui aussi présente des asymétries chez l'humain. Et en fait, il est assez rare qu'en recherche, on puisse vraiment dater très précisément le début d'un champ de recherche. Et dans le cas des asymétries cérébrales, c'est absolument le cas, avec en 1865 la publication de travaux par Paul Broca, qui était chirurgien, et qui a effectué les premières descriptions d'asymétrie cérébrale chez l'humain. Et en fait, comment est-ce qu'il est arrivé ici? En fait, il avait des patients qui avaient des patients aphasiques, c'est-à-dire qui avaient des problèmes de langage, et il s'est aperçu en fait que tous ces patients avaient en commun des anomalies ou des lésions dans la partie gauche du cerveau, d'où l'idée « nous parlons avec l'hémisphère gauche ». Alors aujourd'hui, avec les projets d'imagerie cérébrale, ici des images d'IRM, on sait que des asymétries, elles sont présentes dans de multiples régions du cerveau. On détecte des asymétries anatomiques, même si elles sont subtiles. Par contre, on détecte énormément d'asymétrie fonctionnelle, c'est-à-dire que si on fait l'imagerie d'un cerveau chez un sujet à qui on soumet une tâche, écouter, parler, regarder un certain type d'image, on voit indiscutablement que les zones d'activité dans le cerveau sont très très souvent asymétriques. Et ces asymétries, donc, elles sont présentes dans de multiples régions du cerveau, par exemple l'hippocampe qui est impliqué dans des processus, des mécanismes de mémorisation, l'hypothalamus qui contrôle des fonctions physiologiques essentielles, l'épithalamus qui est situé juste sous la glande pinéale, qu'on appelle quelquefois le troisième œil, et puis le cortex. Ces asymétries, alors on les détecte aussi au niveau moléculaire, en regardant les répertoires d'expression génique, les gènes qui s'expriment à droite ou à gauche, dès l'embryogenèse. Et indiscutablement, d'un point de vue fonctionnel, le tissu cérébral sur lequel ils ont été le plus détaillés, c'est le cortex. Alors là, on a des asymétries anatomiques, avec des différences du cortex qui varient, qui ne sont pas identiques entre la gauche et la droite dans certaines zones, mais surtout énormément d'asymétries fonctionnelles. Et voilà une image qui en résume quelques-unes. Par exemple, vous voyez, comme vous l'avez peut-être entendu, que l'hémisphère gauche de notre cerveau est plutôt impliqué dans la pensée analytique, dans la pensée rationnelle, dans le contrôle du langage, les mathématiques, la science, la logique, alors que le cerveau droit serait plus lié, processerait plutôt des informations de type intuitif, de la pensée intuitive, des émotions, la pensée non verbale. Alors,
ces asymétries, donc qui sont tout à fait claires sur la base de l'imagerie fonctionnelle, elles sont absolument dérégulées dans certaines pathologies, comme par exemple l'autisme ou la schizophrénie. On détecte des défauts ou des anomalies de latéralisation du cerveau pour certaines de ces fonctions. Et en tout cas, si vous regardez toutes ces asymétries fonctionnelles, ben, vous voyez que pour beaucoup, elles concernent des fonctions qu'on considère comme complexes, cognitives ou émotionnelles. Et ça a conduit à penser, avec le fait que les asymétries, on les détectées que chez l'humain, eh bien, à considérer donc que ces asymétries cérébrales, c'était en fait une spécificité humaine. Et cette vision, elle a perduré pendant longtemps, hein, pendant plus d'un siècle. Et si on la considère d'une façon un petit peu critique quand même, elle reposait sur le fait qu'on n'avait aucune donnée chez d'autres animaux que l'humain. Or, l'absence de données ne signifie pas l'absence d'un fait. Et on pouvait également suspecter que cette vision d'un trait unique aux humains qui serait lié à des capacités cognitives supérieures, mais en fait, ça reflétait, c'était un peu une résurgence d'une vue ancienne qui remonte à Aristote et qui a tendance à mettre l'homme tout en haut d'une pyramide ou d'un arbre, en tout cas d'une vision très très hiérarchisée du monde animal. Alors est-ce que c'est une vision gradiste, cette vue des asymétries cérébrales comme un trait unique aux humains lié à des capacités cognitives supérieures, ou est-ce que c'est une réalité scientifique? Là, il y a une réponse très très claire, comme vous allez voir. Eh bien, c'est la première, c'est une vision gradiste. Et en fait, des asymétries du cerveau, des asymétries du système nerveux, des asymétries des comportements, on en trouve à travers une grande partie du monde animal, donc chez les bilatériens. Alors cette vue, elle a en fait cette conclusion. On y est arrivé en fait assez tard, hein, simplement dans les années 1970-1980. Et là, le modèle qui a remis en question la vision d'asymétrie cérébrale comme étant une caractéristique humaine, une spécificité de l'humain liée à une cognition supérieure ou plus évoluée, eh bien, elle a été remise en question donc, parce qu'on s'est rendu compte, en fait, en étudiant le poulet, eh bien, qu'il avait une latéralisation fonctionnelle cérébrale très très claire. Initialement, on s'est rendu compte en fait que les comportements du poulet étaient latéralisés en ce qui concerne des tâches visuelles. Par exemple, la détection des prédateurs se fait plutôt chez le poulet avec l'œil gauche. De la même façon, l'interprétation de stimuli nouveaux qui vont conditionner les choix de comportement, là aussi, c'est à gauche. En revanche, aller choisir d'aller picorer de la nourriture, ça fait intervenir plutôt une latéralisation droite, de la même façon par exemple que de la surveillance de poussins. Donc pour des tâches visuelles, on s'est rendu compte assez vite qu'on avait une latéralisation très très claire du cerveau du poulet. Et depuis, eh bien, on s'est rendu compte que bien d'autres tâches autres que visuelles faisaient appel à des processus latéralisés, et c'est notamment le chant, le cas du chant des oiseaux, du poulet, mais des oiseaux en général, qui, comme le langage humain, fait intervenir des composants latéralisés. Et dans ce cas-là, dans les mécanismes, puisque j'en parlerai un tout petit peu de la diversité des mécanismes, alors le déterminisme, il n'est absolument pas génétique. Hein. En fait, pour que ces asymétries se développent, il faut que les poulets les poussins ou les embryons soient exposés à la lumière d'un seul côté. Ce qui se passe en fait dans l'œuf, hein, vous avez l'embryon, si vous regardez un jour un embryon de poulet sur son jaune, eh bien, il repose sur un côté, et en fait ce côté préférentiel, eh bien, ça vient de la torsion du cardiaque. Donc il y a un côté qui est exposé à la lumière, et si on inhibe cette exposition à la lumière d'une façon ou d'une autre, les asymétries ne se formeront pas. Dans le cas du chant chez les oiseaux, là aussi il y a un rôle très très clair de l'apprentissage dans la latéralisation des fonctions associées. Alors, depuis ces premières identifications
d'asymétrie comportementale ou cérébrale chez d'autres animaux qu'humains, en fait, les exemples se sont vraiment multipliés. Alors d'abord, une petite anecdote, des paléontologistes ont proposé qu'elles pourraient, ces asymétries comportementales, être extrêmement anciennes, dans la mesure où quand on regarde des fossiles de trilobites, eh bien, on voit très fréquemment des traces qui ressemblent à des traces de morsure, ce qui suppose que peut-être des comportements de fuite ou alors d'attaque, de prédation étaient latéralisés. Mais bon, on a quand même des exemples beaucoup plus directs et beaucoup moins dépendants d'interprétation. Et actuellement, si on prend en compte, si on regarde un petit peu les bilatériens que j'ai définis au début de cet exposé, eh bien, on s'aperçoit que des cerveaux latéralisés ou des comportements latéralisés, bien, il y en a chez les acidies, mais quasiment chez tous les grands groupes de vertébrés, c'est pas quasiment, c'est tous les grands groupes de vertébrés, et qu'on en a aussi chez les cousins beaucoup plus éloignés, qui sont les nématodes, des petits vers ronds, et puis de très nombreux groupes d'insectes. Et ces asymétries, eh bien, en fait, il faut les voir à différents niveaux, et je reviendrai un peu dessus au cours de l'exposé. Il faut les voir au niveau de l'individu, quel effet ont les asymétries cérébrales sur les comportements ou les processus cognitifs, par exemple, ou locomoteurs d'un individu, mais il faut les voir aussi au niveau des populations ou des espèces. Et des populations, j'insiste, parce que très souvent, on voit des espèces chez lesquels 100% des individus ne sont pas latéralisés ou ne sont pas latéralisés du même côté, c'est-à-dire l'inversion de la latéralité des asymétries. Et puis on a aussi des cas où les asymétries peuvent être très différentes d'un point de vue quantitatif, avec des asymétries inexistantes, faibles ou très marquées. Alors, la première chose que je voudrais faire remarquer, et ça c'est la seule diapositive qui est liée à notre travail, eh bien, c'est que je vous ai dit qu'il y avait des asymétries chez les animaux et qu'elles étaient quelquefois beaucoup plus marquées que chez l'humain. Je vous ai dit que chez l'humain, on avait détecté récemment d'ailleurs des petites asymétries anatomiques très subtiles au niveau d'une structure qui nous intéresse, qui est l'épithalamus, qui contient de structures bilatérales. Eh bien, chez l'humain, les asymétries sont très très peu marquées à ce niveau-là. Alors, en revanche, il y a d'autres espèces, donc nos deux modèles favoris, la roussette, vous connaissez peut-être mieux sous le nom de la saumonette, ou aussi la lamproie, à ce niveau-là, très clairement, on a des asymétries beaucoup plus marquées, comparées, alors ça, ce que vous voyez ici, c'est après des colorations des cellules, pour faire simple, de coupe de cerveau, dans l'axe transverse. Ce qui fait que vous pouvez très bien distinguer la gauche et la droite. Les coupes, c'est des tranches, pour les non familiers avec ce type de technique. Eh bien, regardez chez la lamproie, comparez la gauche et la droite, et voyez l'énorme différence en taille qu'il y a entre ces structures, au niveau de cette structure, entre ces deux régions de part et d'autre de l'axe médian. Et chez la roussette, donc, qui est un petit requin, comparez ici la droite et la gauche, et voyez aussi l'énorme différence en taille. Donc les asymétries chez les animaux, elles existent et elles peuvent être très très marquées, beaucoup plus que chez l'humain. Alors maintenant, les asymétries comportementales, alors je voudrais en décrire quelques-unes, et puis décrire aussi des asymétries dans un premier temps pour montrer vraiment la diversité des formes qu'elles peuvent avoir. Alors des asymétries en termes de comportement, comme droitier ou gaucher, il y en a chez les arthropodes, et par exemple chez la souris. Alors ça, on s'en rend compte en soumettant des souris à des tests de comportement en laboratoire. Alors là, les chercheurs marquent chaque souris individuellement avec un petit point, puis filment leur déplacement, font des statistiques. Et si on fait ça, on s'aperçoit que quand elles explorent pour chercher un nouveau nid, les fourmis, elles ont un biais pour tourner à gauche. En entrant dans une cavité, elles vont en majorité tourner à gauche. Et puis si on les met dans un labyrinthe comme ici, elles vont avoir une tendance à tourner à gauche. Alors quel intérêt, on ne le sait pas dans l'absolu, mais on peut penser que ça favorise là le regroupement de la colonie en évitant une forme de dispersion. Alors, il y a aussi une autre espèce, un autre insecte qui nous est familier,
qui présente des asymétries assez fascinantes au niveau des comportements et aussi au niveau du cerveau, eh bien, c'est l'abeille. Alors, pour étudier ces asymétries, il y a quelque chose qui est extrêmement utile, c'est le réflexe d'extension du proboscis. Alors, vous allez voir, le proboscis, qu'est-ce que c'est? C'est la trompe par laquelle les abeilles... elle marche la vidéo? Non, ça serait trop dommage. Par lequel les abeilles... ça s'arrête sur l'image dans laquelle on va vous montrer cette extension du proboscis, mais enfin, la vidéo, là, c'est quelque chose qui ne va pas, mais peu importe. Le proboscis, donc c'est cette trompe ici, et c'est par cet organe que les abeilles aspirent le nectar. Et en fait, exactement comme on peut conditionner un chien de Pavlov à un stimulus à saliver, eh ben, on peut conditionner une abeille à un stimulus en lui appliquant du sucrose chaque fois que le stimulus, un son ou une lumière sont émis. Et ça, ben, ça permet d'étudier l'apprentissage associatif chez les abeilles. Et l'autre intérêt de cette espèce, eh bien, c'est qu'on est capable, ce qui est un tour de force quand même, de faire de l'imagerie de l'activité cérébrale chez cette espèce. Pour les spécialistes, c'est l'imagerie classique in vivo, c'est-à-dire que pendant une tâche, un peu comme chez l'humain avec l'IRM, on est capable d'identifier, même si c'est avec une résolution qui est limitée vu la taille de l'organe, eh bien, on est capable d'identifier quelles régions du système nerveux sont activées, présentent des activités neuronales. Et alors, si on combine ça à des manipulations des capacités sensorielles, par exemple en recouvrant de silicone une antenne ou un œil, de façon à ce que les signaux, les stimuli externes viennent que d'un côté, eh bien, on s'aperçoit d'une part que les abeilles sont latéralisées en ce qui concerne leur capacité d'apprentissage de stimuli sensoriels, avec une capacité olfactive qui concerne plutôt l'antenne droite, et c'est plutôt aussi par l'antenne droite qu'elles vont faire leurs interactions sociales. De même, la capacité visuelle, c'est plutôt au niveau de l'œil droit, plutôt que le gauche que ça se situe. Et si on regarde ce qui se passe maintenant au niveau du cerveau, proprement dit, pas seulement au niveau des organes des sens, on s'aperçoit qu'il y a des représentations différentes dans les lobes anténaux, donc des portions qu'on peut considérer le cerveau de l'abeille, droit et gauche. C'est-à-dire que là encore, on a des activités neuronales asymétriques. Alors, une espèce qu'on connaît tous et qui est très éloignée et qui a un cerveau très éloigné des insectes, entendons-nous, qui a un cerveau très latéralisé, c'est le chien. Et dans ce cas-là, c'est assez intéressant parce qu'on voit que des processus cérébraux latéralisés sont liés, associés à des états émotionnels différents. Alors, par exemple, là, l'expérience qui est représentée ici, eh bien, elle consiste à exposer un chien à la vue soit d'un familier, son maître par exemple, soit d'un étranger. Et alors là, les statistiques sont implacables. On voit absolument que le battement de la queue, il n'est pas du même côté. En présence d'un familier, eh bien, c'est à droite. En présence d'un étranger, c'est à gauche. Non seulement ça, et là c'est un pas supplémentaire dans l'intérêt peut-être de cette latéralisation, eh bien l'expérience qui est faite ici, elle consiste non plus à montrer un stimulus positif ou inquiétant à un chien et à regarder comment il réagit, au milieu des battements de queue, donc ça consiste à exposer un chien à des images de conspécifiques, d'autres chiens, qui battent de la queue soit à droite, soit à gauche. Et là, de mesurer les signes de stress qu'on peut avoir, fréquence cardiaque par exemple, ou alors le taux de certaines hormones connues comme des hormones de stress. Et alors là aussi, on voit que quand un chien regarde un conspécifique qui bat de la queue du côté droit, eh ben, il est détendu, tout va bien pour lui, il ne s'inquiète pas. Par contre, à gauche, eh ben, on voit la fréquence cardiaque qui augmente, on voit des signes de stress et des signes d'alerte. Ça veut dire qu'on a des comportements latéralisés qui sont non seulement liés à l'état émotionnel, mais aussi reconnus et interprétés par les conspécifiques, par les espèces, les individus de la même espèce.
Et dernière chose qui est assez intéressante sur cet animal familier, mais qui réserve des surprises, eh bien, c'est que le chien intègre le langage humain, et de même que le discours chez les humains, l'expression du langage est latéralisée, eh bien, la reconnaissance de notre propre langage chez le chien, elle est latéralisée. Et ça, on peut faire de l'IRM chez le chien comme chez l'humain, c'est absolument pas un problème. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'à gauche, eh bien, se fait plutôt la reconnaissance lexicale, c'est-à-dire la reconnaissance des sons, voyelles, consonnes, une reconnaissance des mots, alors qu'à droite, on a plutôt une reconnaissance de l'intonation. Alors, est-ce que c'est un processus ancestral chez les mammifères et qu'on retrouve chez le chien comme chez l'humain? Est-ce que ça a été acquis dans les deux groupes d'espèces indépendamment? Ben ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà une espèce qui nous est familière et qui présente indiscutablement une latéralisation cérébrale liée à des fonctions complexes. Alors maintenant, je voudrais présenter juste deux exemples pour poser des questions. Alors maintenant, on entre dans la phase où on pose des questions, c'est-à-dire quels sont les mécanismes qui contrôlent la formation de ces asymétries. Et là, j'ai choisi deux exemples qui sont très différents et en fait extrêmes dans la différence. Alors, les poissons osseux à nageoires rayonnées sont actuellement des modèles extrêmement riches pour étudier les asymétries du cerveau. Et là, l'espèce dont je vais vous parler, c'est un cyclidé qui vit à l'état naturel dans le lac Tanganyika, en Afrique centrale, et qui s'appelle Perissodus microlepsis. Alors, cette espèce, c'est un prédateur, et il a la particularité d'être un mangeur d'écailles et d'autres poissons. Il est latéralisé, il y a des droitiers et des gauchers chez cette espèce, et les attaques se font préférentiellement soit du côté droit, soit du côté gauche, selon les individus. Alors c'est ce que vous voyez ici. Alors vous voyez ici ce prédateur, ce petit poisson, ici gris, qui attaque le flanc gauche de sa proie. Et vous voyez ici ce qu'on va appeler un droitier, un petit poisson là qui attaque le côté droit de la proie. Alors, je vous ai dit qu'il fallait voir les asymétries non seulement aussi au niveau individuel, mais aussi au niveau des populations. Là, c'en est un exemple. En fait, là, les populations de ce petit poisson, là, de ce Perissodus microlepsis, c'est une population hétérogène qui présente des individus aussi bien droitiers que gauchers dans leur comportement. Et alors, si on regarde bien attentivement leur morphologie, ce que les chercheurs qui s'intéressent à ce modèle ont fait, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une petite différence anatomique, subtile, mais bien réelle chez ces individus. Eh bien, chez certains, si vous prenez l'axe du corps, la bouche est légèrement déplacée à droite, et chez d'autres, elle est légèrement déplacée à gauche. Eh bien, ce dont on s'aperçoit, alors d'abord, c'est que c'est latéralité anatomique de la bouche, elle correspond à la latéralité de comportement, pour ce comportement d'attaque, soit par la droite, soit par la gauche. On a une correspondance absolue. Et ce qu'on voit aussi, c'est que quand ces poissons commencent à se nourrir, quand ils sont juvéniles, en fait, ils ne présentent pas de latéralité de comportement. Ils présentent cette latéralité anatomique, mais pas de latéralité de comportement. Et en fait, ce dont on se rend compte dans ce cas-là, c'est que la latéralisation comportementale, qui est décrite ici, c'est un processus qui est complètement accru. On trouve néanmoins des différences entre les gènes qui s'expriment dans le cerveau droit et le cerveau gauche de cette espèce, mais elles ne sont absolument pas liées à cette latéralité comportementale. C'est-à-dire que là, on a une indication d'une latéralité qui ne suit vraiment pas un déterminisme génétique. Alors, ce n'est pas le cas pour toutes les asymétries. Alors, voilà un autre poisson. Alors là, ça, c'est un poisson modèle qui est bien connu des généticiens et qui est bien connu en particulier parce qu'il présente des différences entre la droite et la gauche majeures au niveau de l'épithalamus, comme la lamproie et la roussette que je vous ai montré tout à l'heure, avec une petite structure ici. C'est une sous-région de
l'hypothalamus qu'on appelle la bénula, peu importe le nom, mais en tout cas vous avez une abénula à gauche et une abénula à droite. Et en fait, ces abénulas, eh bien, droite et gauche, donc cette région, ces petites régions épithalamiques, eh bien, elles présentent une latéralisation tout à fait claire de l'intégration sensorielle. Et en fait, la vision, si vous exposez ces poissons à la lumière, vous allez voir le cerveau s'activer dans la zone gauche de l'hypothalamus. En revanche, si vous l'exposez à des odeurs qu'il reconnaît et qui le font réagir, eh bien vous avez une activation dans le cerveau droit. C'est-à-dire que c'est un animal en quelque sorte qui voit par son cerveau gauche ou qui intègre les signaux lumineux par la gauche et les signaux olfactifs par la droite. Alors dans ce cas-là, eh bien, l'asymétrie, elle suit un déterminisme génétique strict. Et quand je dis l'asymétrie, c'est bien l'asymétrie. Parce qu'en revanche, à l'intérieur de ces populations de poissons, on a des individus asymétriques, mais qui présentent une latéralité telle que je l'ai présentée là, et une petite proportion qui présente une latéralité dans l'autre sens. Je reviendrai ensuite sur la signification biologique de ce type de population hétérogène chez une autre espèce. Alors, cette intégration des signaux sensoriels qui est complètement asymétrique, avec une spécialisation différente pour la droite et pour la gauche, eh bien, c'est vrai chez ce poisson, mais c'est quelque chose qui est certainement beaucoup plus large, et en tout cas qu'on retrouve pour un autre modèle favori des généticiens, qui est un petit ver rond, un nématode, qu'on appelle Caenorhabditis elegans. Eh bien, ça, c'est un petit ver qui vit dans des milieux humides et qui est exposé à toutes sortes d'odorants, toutes sortes de molécules, nutritives ou pas. Et en fait, là aussi, l'équivalent de son cerveau droit et gauche processe des signaux sensoriels tout à fait différents. Il n'exprime pas les mêmes chimiorécepteurs. Là encore, on a une spécialisation de l'intégration sensorielle qui respecte une asymétrie droite-gauche. Alors maintenant, je voudrais en revenir à une question qui est importante à mon avis, c'est pourquoi avoir des asymétries? Je vous ai dit qu'on avait que les animaux, même à l'intérieur d'une même espèce, pouvaient être symétriques, non symétriques. On a des espèces qui présentent des asymétries très subtiles, d'autres très très marquées dans certaines régions du cerveau. Qu'est-ce qui fonde ces différences? Est-ce qu'il y a un avantage à avoir un cerveau asymétrique ou est-ce qu'au contraire c'est un coût? Il n'y a pas de réponse simple, là encore. Je voudrais commencer par vous expliquer comment on fait pour distinguer, pour aborder ce problème. Ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on compare dans différents tests, ou alors en milieu naturel, mais ça c'est des études rares, parce que compliquées et lourdes, des individus symétriques et asymétriques, ou alors des populations présentant des animaux asymétriques ou symétriques en proportion variable. Et alors, ce que je voudrais mentionner, c'est qu'on peut s'intéresser à des populations naturelles, c'est le cas d'une des études dont je vais vous parler. On peut s'intéresser aussi à des sous-populations sélectionnées, c'est-à-dire qu'on sélectionne en laboratoire pour sélectionner une population d'animaux très latéralisés et une population d'animaux non latéralisés, en vue de comparer. Et puis, la dernière possibilité qu'on a, et ça c'est uniquement chez les organismes de laboratoire, c'est-à-dire une toute petite poignée d'organismes préférés des généticiens, eh bien, chez ces animaux, on a des outils génétiques qui permettent d'aller muter certains gènes, de générer ainsi des animaux qui perdent leurs asymétries, et donc d'avoir des animaux contrôle qui ont des asymétries et des animaux mutés qui les ont perdus. Et ce qu'on fait, c'est que ces différents types d'animaux, symétriques ou non, on les soumet à des tests comportementaux qui peuvent être en milieu naturel ou en laboratoire. Mais en tout cas, il faut avoir conscience quand même qu'on a des tests, des batteries de tests qui sont peut-être biaisés et en tout cas loin de refléter la complexité des comportements animaux. Et puis ce qu'on fait, on regarde quelle différence on a entre des individus ou des populations, cohortes symétriques versus asymétriques, pour essayer de comprendre comment la présence ou non des asymétries infléchit le comportement des animaux.
et éventuellement leur confère un avantage. Alors ça a été fait pour un autre petit poisson ici qui s'appelle Girardinus falcatus. Alors je crois que c'est le guppy, je ne suis pas sûre à 100%, mais je crois que c'est le guppy. Et là, c'est typiquement un animal qui existe en population sauvage avec des degrés très divers des asymétries, très fortes ou beaucoup plus faibles. Et ce qui a été fait dans l'expérience dont je vais vous parler ici, eh bien, c'est de sélectionner sur plusieurs générations de façon à avoir des groupes d'animaux, des cohortes très fortement latéralisées, bien asymétriques, et d'autres qui ne le sont pas, de façon à les comparer. Et alors, la question qui a été posée, c'est est-ce que être très latéralisé, ça peut conférer un avantage pour certaines tâches quand il faut conduire deux tâches à la fois? Je vous ai dit par exemple que chez le poulet, on avait le côté droit qui était le côté préférentiel pour surveiller les poussins ou pour avoir accès à la nourriture, et du côté gauche par contre, on était bien meilleur, on faisait beaucoup plus efficacement la surveillance des prédateurs. C'était le choix en tout cas de l'animal. Donc c'est un peu cette idée qui a été reproduite ici, et les chercheurs ils ont soumis cette espèce à deux stimuli visuels. Alors le poisson là il est dans un box. On l'expose d'un côté à sa nourriture, à sa proie favorite, qui dans ce cas-là est une crevette, mais on expose aussi, on met à proximité un prédateur, et on compare quels sont les animaux les plus efficaces pour la prédation, c'est-à-dire pour avoir accès à la crevette. Et bien, indiscutablement, là, c'est les animaux latéralisés, et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'ils utilisent sélectivement un œil, soit pour surveiller la crevette qu'il va falloir attraper, soit pour surveiller le prédateur dont il faut se garder. Et alors là, indiscutablement, on a une meilleure performance des animaux fortement latéralisés. Alors il y a d'autres comportements qui sont assez différents et pour lesquels les animaux latéralisés présentent aussi un avantage. Eh bien, si on compare la nage en groupe d'animaux latéralisés ou d'animaux qui ne le sont pas, eh bien, on voit qu'on a une bien meilleure cohésion, une bien meilleure coordination chez les animaux latéralisés. Et que si on mélange, alors maintenant cette fois-ci dans un groupe, des animaux latéralisés et des animaux non latéralisés, les animaux latéralisés vont avoir un meilleur positionnement au milieu du groupe, c'est-à-dire là où ils sont moins exposés aux prédateurs. Donc tout ça, ça suggère là qu'avoir un cerveau latéralisé, ça peut être un avantage. Mais alors si ça avait un avantage, tout le monde serait latéralisé, tous les animaux seraient fortement latéralisés, or c'est pas le cas. En fait, on se rend compte que ça a aussi un coût et que pour d'autres tâches, le même petit poisson, il est beaucoup moins performant quand il est latéralisé que quand il ne l'est pas. Et voilà quelques exemples où les poissons bien asymétriques là font nettement moins bien que leur conspécifique symétrique. D'abord, on a une tâche de choix entre deux bancs de proies, là, ici, mais qui ne sont quand même pas équivalentes. Regardez, dans un cas, on a un nombre relativement limité de proies, dans l'autre, on a un nombre beaucoup plus important. Et bien là, les poissons latéralisés, ils ont beaucoup plus de mal à choisir que les poissons asymétriques, ils ont beaucoup plus de mal à choisir que les animaux qui sont non latéralisés. Donc là, avoir un cerveau asymétrique, ça ne paraît pas, ou des comportements asymétriques, ça ne paraît pas un avantage sélectif candidat. Un autre test ici, alors c'est un test qui repose sur le besoin de ces poissons de rejoindre le restinct grégaire, de rejoindre leurs semblables. Donc on les sépare de leurs semblables par une série de 9 portes en série. Vous voyez là, de la droite vers la gauche, simplement il n'y a que celle du milieu qui s'ouvre. Alors on leur apprend d'abord qu'il n'y a que celle du milieu qui s'ouvre en leur faisant faire le choix, mais sur 3 portes seulement. Puis après on les soumet à ce choix avec 9 portes. Là encore, les animaux symétriques font beaucoup mieux que les animaux asymétriques. Donc là, c'est des exemples, donc en quelque sorte, de compromis où un trait particulier va donner des avantages dans certaines situations, mais pas dans d'autres. Et ça, c'est une situation qui paraît assez répandue. On la trouve, par exemple, chez le fourmilion aussi, qui semble avoir dans certains tests quelque chose qu'on interpréterait comme une capacité cognitive supérieure quand il est asymétrique, mais par contre, qui dans ce cas-là va être moins efficace dans certains comportements de chasse.
Alors, il y a un autre aspect qui est intéressant, c'est que très souvent, on voit dans un même groupe coexister des animaux latéralisés, soit d'un côté, soit de l'autre. Alors c'est par exemple le cas du poisson voilier Histiophorus ici platypterus. C'est une espèce qui présente une latéralisation très forte de son comportement d'attaque. Alors j'espère que ça va... vous allez voir, il attaque le banc de sardines et hop, il a un comportement, il se courbe d'un côté pour attraper sa proie. Bon, alors ça, dans cette population, dans les populations naturelles, eh bien, on a des animaux qui sont latéralisés à droite et d'autres à gauche. C'est-à-dire qu'en fait, si on prend la latéralisation au niveau du groupe, la moyenne, il n'y a pas de latéralité dominante. Si on considère maintenant les animaux, l'avantage au niveau d'un individu, c'est-à-dire est-ce être asymétrique, ça favorise la capacité à capturer les poids? La réponse est oui, au niveau individuel. Maintenant, si on réfléchit, on se dit, mais si tous les animaux avaient la même latéralité, en fait, le prédateur, il développerait des facultés pour échapper à ce comportement toujours reproductible. Donc, c'est peut-être intéressant d'avoir un mélange d'animaux ayant des latéralités différentes dans leur comportement d'attaque pour éviter cette espèce de réponse type un peu course aux armements. Il semble bien que ce soit ce qui se passe, en tout cas. On s'aperçoit que plus les groupes sont grands et plus les latéralités sont non prédictibles et plus les succès collectifs de capture sont importants. Donc les effets de groupe peuvent être intéressants. Alors maintenant, je vous ai parlé d'espèces qui sont des espèces naturelles. Je voudrais quand même dire quelques mots des modèles génétiques. Et je vais vous parler ici de la drosophile, la petite mouche de vinaigre, donc un modèle génétique adopté par un très grand nombre de généticiens, Drosophila melanogaster. Eh bien, chez cette espèce, si on regarde leur système nerveux, l'équivalent de leur cerveau, on s'aperçoit qu'elles sont asymétriques à une très grande majorité. Et vous voyez ici une comparaison entre la gauche et la droite dans le cerveau de la drosophile. Et vous voyez ici donc une petite différence à ce niveau-là. Donc on a une asymétrie morphologique et la plupart des individus présentent cette asymétrie, mais quelques-uns ne l'ont pas. Et bien là encore, avec des tests qu'il faut prendre quand même avec un peu de recul, sur des tests, on s'aperçoit que les animaux asymétriques ont une meilleure mémoire à long terme. Et le test qui a été utilisé dans ce cas-là, c'est un test d'association entre une odeur et un aversif. Alors là, indiscutablement, il y a un avantage pour les animaux asymétriques. Ils ont donc une meilleure cognition pour ce test bien particulier. Alors, les asymétries semblent bien aussi, si on interprète des expériences faites sur des modèles génétiques, et dans ce cas-là, c'est plus la drosophile, c'est le poisson zèbre, dont je vous ai déjà parlé, donc une espèce génétique très facilement élevée en laboratoire et pour laquelle on a des collections de mutants extrêmement importantes. Eh bien, je vous ai déjà dit que cette espèce, elle est asymétrique au niveau de l'épithalamus, c'est-à-dire qu'elle intègre la lumière, elle voit avec la partie gauche de son cerveau, mais elle sent l'olfaction est processée plutôt au niveau de la partie droite. Eh bien, quand on compare des individus asymétriques contre des individus symétriques, et dans ce cas-là, c'était des symétriques droits, eh bien, on voit des différences de comportement dans certains tests qui suggèrent que les poissons asymétriques ont une préférence pour les environnements lumineux, et ça, bien sûr, la préférence pour l'obscurité ou la lumière, c'est un trait important pour beaucoup d'espèces, ou l'inverse d'ailleurs. Et puis, également, dans des tests qui sont des explorations de milieux nouveaux, il y a une atténuation des réponses de peur ou d'anxiété, d'où l'idée que les asymétries du cerveau peuvent avoir un effet sur le processing, sur les émotions. Alors,
Pour en finir, quelques conclusions et beaucoup de questions. Alors d'abord, j'espère vous avoir convaincu que les asymétries du cerveau, qui sont effectivement liées à des comportements et des processus cognitifs ou émotionnels ou locomoteurs complexes, eh bien ce n'est en aucun cas une spécificité humaine et qu'elles sont présentes chez un spectre très très large d'animaux. Que ces asymétries, elles revêtent aussi des formes très diverses, que ce soit au niveau de l'individu, de la population ou de l'espèce, et elles sont impliquées dans des processus multiples, le contrôle locomoteur, les interactions sociales, les émotions, processus qu'on peut appeler des processus cognitifs. Les avantages sélectifs, sont mal connus, puis comme vous avez vu, ils sont complexes, et les moyens d'approche qu'on a de ces avantages sélectifs sont quand même très limités. Mais certainement liés, ils sont certainement liés à des aspects écologiques, c'est-à-dire l'adaptation d'une espèce à son milieu. Et dernière chose, qu'en ce qui concerne les mécanismes sous-jacents, ils sont vraisemblablement aussi multiples, d'un déterminisme génétique quand même très, très strict, très stringent, à au contraire des mécanismes qui sont déterminés par l'exposition à l'environnement ou à l'apprentissage, et que là encore, ce qui contraint ces mécanismes, on le sait très mal finalement. Voilà, je vous remercie de votre attention et c'est avec plaisir que je répondrai à vos questions. Vous n'avez pas parlé du tout de l'animal Homo sapiens. Pouvez-vous nous dire quelques mots dessus? J'en ai parlé un petit peu en ce qui concerne les processus latéralisés. En ce qui concerne les mécanismes, ils sont très mal connus. Si on compare l'expression de gènes entre la droite et la gauche au cours du développement, en le mettant chez une espèce proche comme la souris, on voit des différences. Maintenant, ces différences, elles n'ont aucune valeur prédictive quant au fait d'être droitier ou gaucher. Alors là encore, le modèle animal qui est le plus proche de l'homme, c'est la souris. Sur la base de ces expériences, où on voit des gènes plus exprimés qu'à gauche, mais il y a eu de la mutagénèse qui a été faite chez la souris, pour essayer de voir si les souris, elles avaient des phénotypes, c'est-à-dire des anomalies. Et en fait, on ne voit pas de phénotype très clairement interprétable en termes de défaut de latéralisation. Donc, ce qu'on pense actuellement, c'est qu'il y a certainement, comme c'est souvent le cas, une interaction entre des facteurs génétiques multifactoriels et des facteurs épigénétiques liés à l'environnement. Mais on sait peu de choses. D'où l'intérêt de chercher à en savoir un petit peu plus chez d'autres modèles animaux, même si vous pourriez me dire avec raison que, vu la diversité des mécanismes qu'on a, le pas vers l'humain sera peut-être compliqué. Est-ce que cette asymétrie cérébrale apparaît chez les insectes au cours du développement post-embryonnaire ou pas? Par exemple, ce que je veux dire, c'est au cours des stades larvaires, est-ce qu'on peut trouver dans le cerveau, si on a recherché, une asymétrie bilatérale, ou est-ce qu'elle apparaît, cette asymétrie cérébrale, que chez les adultes? Alors, il y a énormément d'exemples de comportements ou de processus latéralisés chez les insectes. Il y a beaucoup moins d'études du développement, d'abord parce que étudier le développement avec des moyens modernes, de la génétique, ça ne se fait que chez la drosophile. Et autant, je vais voter en touche, autant les mécanismes génétiques qui fondent l'asymétrie du cerveau ont été étudiés, disséqués avec une extrême précision chez le nématode, c'est Norapditis elegans, ce petit ver rond dont je vous ai parlé. Autant chez la drosophile, non, il y a beaucoup de choses sur les asymétries, des asymétries viscérales, mais sur les asymétries cérébrales, l'asymétrie morphologique que je vous ai montrée n'a pas été étudiée à ma connaissance d'un point de vue développemental. Et est-ce qu'on a étudié des arapides? Oups, je ne sais pas.
expliquez-moi les arabides, parce que là, vous m'entraînez dans un terrain inconnu. Des arabides en particulier. Ah, des arachnides. Des arabides. Ah. Et des acariennes en particulier. Alors, je n'ai pas les exemples précis, mais je sais que des mécanismes, des comportements latéralisés, je l'ai vu au détour d'une phrase, ont été décrits chez les arachnides. Des comportements latéralisés. Maintenant, au niveau des aspects développementaux, il y a rien fait. Hein. C'est quand même des modèles beaucoup moins développés qu'un modèle comme la drosophile ou comme Coelorapitis elegans. Merci. J'ai une question sur les autres, ceux qui ne sont pas bilatéraux, en fait, ceux qui ont d'autres types de symétrie, et en particulier, vous avez mentionné les cnidaires, donc qui sont des symétries avec 8 compartiments. Ouais. Est-ce que donc chez ces espèces qui ont des niveaux de symétrie plus élevés, on va dire, donc avec plus de différenciation, est-ce qu'il y a aussi de l'asymétrie? Donc est-ce que c'est un potentiel à être beaucoup plus spécialisé? J'ai été prudente en le disant, mais au moins d'un point de vue morphologique, il y a quelques traits anatomiques, alors ne me demandez pas le détail, mais je le sais, je l'affirme, qui suggèrent l'existence d'une forme de symétrie bilatérale, beaucoup moins marquée néanmoins que chez les bilatériens. C'est-à-dire que la symétrie radiale est rompue. Cela dit, est-ce que c'est des mécanismes qui ont à voir quelque chose avec ce qui se passe chez les bilatériens? Je pense qu'il n'y a aucune indication solide à l'heure actuelle. Alors, je ne sais pas si c'était ta question. Non, ma question était pas forcément uniquement sur une asymétrie bilatérale chez des organismes qui ne soient pas bilatéraux. C'était une asymétrie dans la symétrie. Donc en fait, qu'il y ait une symétrie radiale. Voilà, une symétrie radiale, mais que pour autant il y a de la variabilité et qui explique qu'il y a une spécialisation qui puisse être associée à avoir choisi donc plus de possibilités de spécialisation si on pense que la bilatéralité. Tu parles à l'intérieur d'une même espèce ou parce que alors oui, je ne suis pas sûre de bien comprendre la question, mais l'asymétrie radiale chez certaines espèces de cnidaires n'est pas tout à fait parfaite, n'est pas tout à fait radiale. Et ça c'est clair. Si elle serait reliée à la fonctionnalité. Moi je ne le sais pas et je ne vais pas affirmer je ne sais pas. J'ai pas d'éléments sur la question, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Mais je serais surprise parce que je pense que ces éléments, enfin moi je connais plus le champ évolution-développement, mais enfin c'est des traits qui ont été analysés d'un point de vue moléculaire depuis assez peu de temps. Mais dans le domaine évolution-développement, donc dans le domaine des fonctions, dans le milieu naturel, je ne vais pas m'avancer, je ne sais juste pas. Mais en tout cas, la symétrie radiale, j'ai pris un peu de précaution oratoire en me disant, mais qui sont passées inaperçues sans doute, elle n'est pas absolue. C'est bon. Je vais peut-être parler fort, hein, les gens. Merci. Est-ce que aurait été étudié des populations, deux populations identiques, une avec prédation et une sans prédation sur la latéralisation? Est-ce que le fait qu'il y ait une pression de prédation sur une population aurait développé le mécanisme de latéralisation? Alors, je ne pense pas que des études de l'évolution dans des conditions reflétant des conditions naturelles comme ça aient été faites. Moi, j'ai en tête, et je ne connais que des études d'exposition à un prédateur, mais dans des conditions extrêmement artificielles. L'exemple que j'ai donné, alors cette fois-ci où l'animal symétrique ou asymétrique est prédateur, je pense que c'est des études assez exceptionnelles par la lourdeur des moyens mis en œuvre. Je n'en connais pas, en tout cas. Ce que vous posez comme question, c'est la question de la reconnaissance prédateur entre un animal latéral ou pas en fonction de son comportement. J'aurais juste deux petites questions. La première, c'est de savoir si l'œil directeur chez l'homme relève de cette asymétrie. L'œil directeur chez quelle espèce? L'homme. Chez l'homme. Chez l'homme. Je ne sais pas, je n'ai pas de données là-dessus. Et ensuite, je suis très surpris avec Xenora. Attendez, pardon. Je vais peut-être rajouter quelque chose, je n'ai peut-être pas été claire, mais je ne parlerai en aucun cas d'une asymétrie. C'est-à-dire qu'il y a des asymétries fonctionnelles multiples, il y a des asymétries anatomiques. Est-ce qu'elles résultent des mêmes mécanismes?
génétique, apprentissage, etc. Il n'y a rien de clair là-dessus. Alors pour l'œil directeur, je n'ai pas de données du tout, je n'en ai pas vu. Mais en tout cas, il ne faudrait certainement pas chercher à généraliser ce qui se passe pour une asymétrie comportementale donnée à l'ensemble des asymétries d'une espèce. Je pense que c'est imprudent. Et ma seconde question, enfin, qui va rejoindre un petit peu votre réponse, c'est au sujet de Caenorhabditis. Parce que le nématode, il n'a sa symétrie bilatérale qu'extérieurement. À l'intérieur, c'est une symétrie d'ordre 3. Oui. Et donc, au niveau de la tête, ça fait une symétrie d'ordre 6. Mais, donc, s'il a une asymétrie bilatérale, ça veut dire que c'est une formation sensorielle faite au niveau de l'ectoderme. Alors, je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais évidemment, j'ai mis le focus sur les asymétries du nématode. Parce que c'est des situations qui posent des questions intéressantes. Mais la majorité des neurones et la majorité du système nerveux du nématode n'est pas asymétrique. Et en fait, il y a quelques groupes de neurones, ceux que j'ai évoqués ici et puis un autre, qui à ma connaissance sont asymétriques, avec un déterminisme génétique très très clair. Hein. C'est une espèce qui a 302 neurones, et alors là, le déterminisme génétique des lignages cellulaires, c'est très très singulier de cette espèce. Donc j'ai peut-être donné une vue déformée des choses, mais en aucun cas l'ensemble du système nerveux du nématode n'est asymétrique. La grosse majorité de ces 302 neurones suivent une distribution symétrique sur l'axe bilatéral. Une autre question? Oui. Et moi je me demandais, Sylvie, s'il existe en fait une plasticité sur la symétrie, une plasticité comportementale liée à la symétrie. Est-ce que ça c'est connu? Ah bah, écoute, dès lors qu'on fait intervenir de l'apprentissage, la réponse est oui. Hein. Dès que tu es sur des mécanismes qui dépendent de l'environnement, ben, si tu changes l'environnement, tu changes les asymétries. Alors ensuite, bon, il y a cet aspect-là, mais même chez des espèces qui ont un déterminisme génétique assez strict des asymétries, hein, comme le poisson zèbre qu'on connaît bien toutes les deux, eh bien, ça n'exclut pas la possibilité d'événements stochastiques. Peut-être déjà parlé lors de l'unité, mais en tout cas, les poissons zèbres sont tous asymétriques, mais tu en as une proportion qui a une latéralité gauche et une proportion plus faible qui a une autre proportion, ce n'est pas des proportions équivalentes, qui a une latéralité droite. Et ça semble bien lié à un processus stochastique qui est néanmoins biaisé par un mécanisme génétique identifié. J'ai une question un peu béotienne. Lorsque on a pu observer chez l'animal supérieur que lorsque une partie du cerveau, bon, peut-être la zone de Broca, je ne sais pas, la zone du langage, était lésée, l'autre partie pouvait prendre le relais. Est-ce que chez l'animal, on observe la même chose? Est-ce que tu as pu voir si... Alors, je pense que ça dépend beaucoup des lésions. Pour les patients aphasiques de Broca, ce n'était pas le cas. Ensuite, ce processus, alors déjà, moi je ne pense pas que la cognition soit supérieure chez l'humain, je n'ai pas de critères quantifiés pour le dire, et je pense que c'est certainement tout à fait possible que certaines modalités sensorielles, d'ailleurs ça a été décrit chez la souris maintenant que j'y pense, pour les messages transmis par les vibrisses, hein. C'est-à-dire que la représentation des signaux sensoriels au niveau du cortex est effectivement plastique. Le relié à la symétrie, je ne sais pas, mais en tout cas cette plasticité au niveau du système nerveux, oui, on la retrouve chez l'animal. Mais pour revenir sur animal supérieur, alors ça c'est un tabou dans la communauté, on n'y croit pas. On pense qu'il y a des animaux qui sont plus doués pour certaines tâches et d'autres moins doués pour certaines tâches. Je n'ai aucun
en y réfléchissant bien, qui marquent des frontières qualitatives infranchissables entre l'humain et les autres animaux. Et déjà parler de l'humain et des autres animaux, je trouve presque que c'est une aberration. C'est-à-dire que des comportements qu'on a considérés longtemps comme très sophistiqués, alors là je sors de ce champ, comme le deuil par exemple, eh bien on s'aperçoit qu'il y a des formes de comportement chez les animaux qui évoquent quelque chose de semblable, que ça soit issu de processus ancestraux ou que ce soit acquis de façon indépendante dans les différents groupes. Mais je pense qu'il faut toujours garder à l'esprit notre vue des spécificités humaines. Bien sûr, il y en a. Comme tous les animaux sont uniques et avec des spécificités. Mais en tout cas, je ne mettrai certainement pas d'hierarchie. Et pour ta question plus spécifique, la plasticité chez la souris au niveau du cortex, oui. Au niveau du cortex, puisque là, on peut comparer la structure entre les mammifères. Oui, je monte une marche de plus. Si on ose le lien entre l'intelligence et la latéralité, est-ce qu'il faut imposer de l'asymétrie dans l'intelligence artificielle pour qu'elle devienne encore plus intelligente? Là, je reconnais bien l'informaticien, mais c'est pas rempli. Alors, je partirai du postulat de départ, qui est que la latéralité comme indicateur d'intelligence, ça me paraît pas si clair que ça. Ensuite, est-ce que dans l'apprentissage, le machine learning, on peut générer de la symétrie et en faire quelque chose? Je pense que je retournerai la question vers des informaticiens, peut-être comme toi, et que tu aurais quelque chose à nous dire dessus. Mais là, je ne sais pas, je connais juste pas. Mais en tout cas, je partirai de la complexité du postulat de base, asymétrie liée à des processus cognitifs complexes. En fait, des processus cognitifs très complexes et des capacités de calcul qu'un cerveau humain est incapable de faire, il y en a indiscutablement chez les animaux. C'est pas forcément lié à la symétrie. Je pense que c'est typiquement le genre d'idée simple qui me paraît contestable. Asymétrie liée à la complexité. On peut être très complexe sans asymétrie. Après cette réponse de Normand. S'il n'y a pas de questions plus complexes, on va peut-être s'arrêter là.